Tu souffres, tu as mal, bien. Tu es sur la bonne voie. La souffrance est le seul chemin vers le sommet. La douleur est le seul moyen de changer. C'est pourquoi j'essaie même de dire aux gens d'accepter la lutte, parce qu'un jour tout ça sera fini. Et quand je repense à ces moments, d'une certaine façon, ils me manquent encore. Accepte la douleur, souris à la douleur, embrasse la douleur. La douleur est la gardienne du destin. La douleur est là pour te poser une simple question. Veux-tu vraiment atteindre tes objectifs ou es-tu simplement un beau parleur? Je ne savais pas quand je réussirais, ni même si je réussirais. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que je n'allais pas abandonner. Le cadeau de l'adversité, c'est qu'elle ne te définit pas, mais te révèle. Tu découvres qui tu es et prends cette décision chaque jour toi-même. Je n'abandonne pas. Je n'y arriverai peut-être pas tout de suite, mais je reviendrai et dois me remettre dans le bain. Je dois comprendre ce chaos. Ça ne signifie pas que tu pars, mais que tu l'étudies davantage. Je ne sais pas pour toi, mais à mon avis, je ne peux pas perdre. Parce que perdre, c'est fait pour ceux qui abandonnent et pour ceux qui échouent. Je n'échoue pas, j'apprends. Certaines personnes pourraient dire « Oui, mais à quoi ça sert de toujours grandir, grandir ?» Qu'est-ce que tu entends par grandir? Pourquoi devrais-je toujours accepter chaque défi juste pour le plaisir de grandir? Parce que ce fait de grandir est l'opposé de quelque chose. Quelque chose diminue, quelque chose meurt, quelque chose se referme. Grandir, s'ouvrir, c'est la même chose qu'apporter de la lumière aux choses. Le travail vient avant la croyance. Personne ne croit en toi. Tu ne croiras peut-être même pas en toi avant de commencer le travail. Le travail vient toujours en premier. La croyance suit. Arrête d'attendre leur croyance. Commence à créer, puis crois. Mets-toi au travail. Pour poursuivre tes rêves, quoi que tu aies dans le cœur, n'écoute pas les critiques, n'écoute pas le bruit extérieur. Vraiment, si tu as un objectif, si tu as un rêve, tu peux le réaliser, tu le peux vraiment. Si tu as du travail acharné, de la détermination, tu peux déplacer des montagnes. Les choses qui semblent impossibles deviennent possibles si tu y crois vraiment et que tu travailles pour les atteindre. Tu sais, rien n'est trop fou comme rêve. La victoire est réservée aux obsédés. Tu dois être obsédé si tu veux gagner. Tu dois être obsédé par l'objectif, le parcours, le résultat, l'expérience, les refus, tout. Voici l'essentiel. Tu dois faire le travail. Tu dois le faire même quand tu n'en as pas envie. Tu dois le faire quand tu as mal. Tu dois le faire quand tu es fatigué. Tu dois le faire quand tu es malade. Tu dois le faire même quand tu n'as envie de rien faire d'autre. Et tu dois le faire pendant des années. Chaque jour où je me réveille, je suis un jour plus proche de la mort. Alors, qu'est-ce que tu vas faire du temps qu'il te reste ? Il y a de quoi être plein de ressentiment envers la vie. Toutes les personnes que tu connais mourront. Il y aura beaucoup de souffrance et d'injustice sur le chemin. Pas étonnant que tu sois plein de ressentiment. Mets-le en pratique et regarde ce qui se passe. Tu rends tout ce dont tu te plains infiniment pire. Alors tu te demandes, eh bien, qu'est-ce que tu fais face à ça? Eh bien, tu l'acceptes. C'est ça, la vie. C'est de la souffrance. Ressaisis-toi. Et peut-être qu'en te ressaisissant, tu sauras comment faire. Tu sais ce qui ne va pas chez toi, si tu l'admets. Tu sais qu'il y a quelques petites choses que tu pourrais améliorer un peu, que tu pourrais même réussir à gérer dans ton état actuel insuffisant. Tu pourrais te raffiner, avoir les yeux plus ouverts, puis te raffiner encore davantage, ce qui exige de la responsabilité. Et je pense que tu sais, si tu demandais à quelqu'un, tu veux avoir une vie pleine de sens. Tout ce que tu fais compte. C'est la définition d'une vie pleine de sens. Mais tout ce que tu fais compte. Donc tu vas devoir porter ça avec toi. Ou tu préfères oublier tout ça et ne plus avoir de responsabilité, car au fond, qui ça intéresse? Que tu peux errer dans la vie en faisant tout ce que tu veux, en satisfaisant des désirs impulsifs, mais combien de temps cela va-t-il vraiment être utile? Tu es coincé dans l'absence de sens, sans aucune responsabilité. Que choisis-tu? Eh bien, demande-toi, lequel poursuis-tu? Et tu te rendras compte très rapidement que ce n'est pas la majorité de ton âme qui poursuit toute cette histoire de sens.
Parce que, eh bien, regarde ce que tu dois faire pour ça. Tu dois accepter le fait que la vie est souffrance. Tu dois te ressaisir face à cela. Si tu peux garder la tête froide quand tous autour de toi la perdent et te le reprochent. Si tu peux avoir confiance en toi quand tous doutent de toi, mais tenir compte aussi de leurs doutes. Si tu peux attendre sans jamais te lasser d'attendre. Ou, victime de mensonges, ne mens pas toi-même. Ou haïs ne pas haïr en retour. Et pourtant, n'aie pas l'air trop bon, ni trop sage. Si tu peux rêver sans faire de tes rêves ton maître. Si tu peux penser sans faire de tes pensées ton objectif. Si tu peux rencontrer le triomphe et le désastre et traiter ces deux imposteurs de la même façon. Si tu peux entendre la vérité que tu as dite, déformée par des fripons pour piéger les sots, ou voir les choses pour lesquelles tu as donné ta vie brisée et t'incliner pour les reconstruire avec des outils usés. Si tu peux faire un tas de tous tes gains et les risquer sur un seul coup de pile ou face, perdre, recommencer au début et ne jamais souffler mot de ta perte. Si tu peux forcer ton cœur, tes nerfs et tes tendons à te servir longtemps après qu'ils soient épuisés et ainsi tenir bon quand il n'y a plus rien en toi, sauf la volonté qui leur dit « tiens bon ». Si tu peux parler avec la foule sans perdre ta vertu, ou marcher avec les rois sans perdre le contact avec le peuple, si ni tes ennemis, ni tes amis aimants ne peuvent te blesser, si tous les hommes comptent pour toi, mais aucun de trop, si tu peux remplir la minute impitoyable avec 40 secondes d'effort soutenu, la terre t'appartiendra ainsi que tout ce qu'elle contient. Reprends-toi, transcende ta souffrance, vois si tu peux devenir une sorte de héros. 9 leçons de vie. Tu pourrais trouver certaines de ces choses inspirantes. Tu trouveras sûrement certaines d'entre elles ennuyeuses, et tu oublieras sûrement tout cela d'ici une semaine. Tu n'es pas obligé d'avoir un rêve. Les Américains dans les émissions de talent parlent toujours de leurs rêves. Très bien, si tu as quelque chose que tu as toujours voulu faire, dont tu as rêvé au fond de ton cœur, vas-y, après tout, c'est une façon d'occuper ton temps à poursuivre un rêve, et si c'est un rêve assez grand, ça te prendra la majeure partie de ta vie pour l'accomplir, donc au moment où tu y arriveras et que tu regarderas dans l'abîme du vide de ton accomplissement, tu seras presque mort, donc ça n'aura pas d'importance. Je n'ai jamais eu ce genre de rêve, donc je privilégie une forte dévotion aux objectifs à court terme. Sois micro-ambitieux, baisse la tête et travaille avec fierté sur ce qui se trouve devant toi. Tu ne sais jamais où tu pourrais finir. Sois simplement conscient que la prochaine quête valable apparaîtra probablement dans ta périphérie. C'est pourquoi tu dois te méfier des rêves à long terme. Si tu te concentres trop loin devant, tu ne verras pas la chose brillante du coin de l'œil. Deuxièmement, ne cherche pas le bonheur. Le bonheur, c'est comme un orgasme. Si tu y penses trop, il disparaît. Reste occupé et essaie de rendre quelqu'un d'autre heureux. Et tu pourrais en recevoir un peu en retour comme effet secondaire. Nous n'avons pas évolué pour être constamment satisfaits. L'Homo erectus content se faisait manger avant de transmettre ses gènes. Troisièmement, souviens-toi que tout n'est qu'une question de chance. Tu as de la chance d'être ici, tu as une chance incalculable d'être né et une chance incroyable d'avoir grandi dans une famille sympa qui t'a aidé à t'éduquer et t'a encouragé à aller à la fac. Ou, si tu es né dans une famille horrible, c'est pas de chance et tu as toute ma sympathie, mais tu as quand même de la chance d'être fait de l'acide désoxyribonucléique qui a permis de fabriquer le genre de cerveau qui, placé dans un environnement d'enfance horrible, prendrait des décisions qui t'ont permis de finir par obtenir ton diplôme universitaire. Bravo à toi de t'être hissé tout seul, mais tu as eu de la chance. Tu n'as pas créé la partie de toi qui t'a hissé, ce ne sont même pas tes propres lacets. Je suppose que j'ai travaillé dur pour obtenir les quelques succès douteux que j'ai eus, mais je n'ai pas créé la partie de moi qui travaille dur. Comprendre que tu ne peux pas vraiment t'attribuer le mérite de tes succès, ni vraiment blâmer les autres pour leurs échecs, t'humilieras et te rendra plus compatissant. L'empathie est intuitive, mais c'est aussi quelque chose que tu peux travailler intellectuellement. Fais de l'exercice, choisis un sport ou une activité, mais prends soin de ton corps, tu en auras besoin. La majorité d'entre vous vivra près de 100 ans. Même les plus pauvres atteindront une richesse inimaginable pour la plupart des humains à travers l'histoire. Et cette longue vie luxueuse qui vous attend va vous rendre déprimé. Mais ne désespérez pas. Il existe une corrélation inverse entre la dépression et l'exercice physique. Faites-le.
Courez, mes beaux intellectuels, courez. 5. Soyez exigeants avec vos opinions. Pensons de façon critique, pas seulement sur les idées au des autres. Soyez exigeants envers vos propres croyances. Emmenez-les sur la véranda et frappez-les avec une batte de cricket. Soyez rigoureux intellectuellement. Identifiez vos biais, vos préjugés, vos privilèges. Beaucoup de débats persistent en société par manque de reconnaissance de la nuance. Nous créons souvent de fausses dichotomies et défendons nos opinions avec deux ensembles d'hypothèses opposées. C'est comme deux joueurs frappant de beaux coups sur des courses séparées pour gagner un match. Au fait, ne faites surtout pas l'erreur de penser que les arts et les sciences sont en opposition l'un avec l'autre. C'est une idée récente, stupide et néfaste. Créer de l'art ou écrire de belles choses ne nécessite pas d'être anti-scientifique. Si vous avez besoin de preuves, Twain, Douglas Adams, Vonnegut, McEwan, Sagan, Shakespeare, Dickens pour commencer. Pas besoin d'être superstitieux pour être poète, ni de rejeter la technologie organisme génétiquement modifié pour aimer la beauté de la planète. Il n'est pas nécessaire de parler d'âme pour encourager la compassion. La science n'est ni un savoir fixe ni une croyance. C'est un terme qui décrit la compréhension progressive de l'humanité par l'observation. La science est formidable. Les arts et les sciences doivent travailler ensemble pour améliorer la façon dont la connaissance est communiquée. 6. Soyez enseignants. S'il vous plaît, soyez enseignants. Les enseignants sont essentiels et admirables. Vous n'avez pas à l'être toujours, mais si vous hésitez sur votre voie, devenez un enseignant exceptionnel. Même sans être enseignant, partagez vos idées, valorisez votre éducation et diffusez ce que vous apprenez. Ensuite, définissez-vous par ce que vous aimez. Récemment, quand on me demande mes goûts musicaux, je réponds souvent négativement, comme « je n'écoute pas la radio à cause des paroles pop » ou pour la nourriture, l'huile de truffe est trop utilisée. On voit aussi beaucoup en ligne des gens qui définissent leur identité par ce qu'ils détestent, comme Coldplay, le football, les féministes ou le Parti libéral. Nous avons tendance à nous définir en opposition à des choses. En tant qu'humoriste, j'en fais mon gagne-pain. Mais essayez aussi d'exprimer votre passion pour les choses que vous aimez. Soyez démonstratif et généreux dans vos éloges, envers ceux que vous admirez. Envoyez des cartes de remerciement et faites des ovations. Soyez pour les choses, pas seulement contre. 8. Respectez les personnes qui ont moins de pouvoir que vous. Je me fiche que vous soyez le chat le plus puissant de la pièce. Je vous jugerai sur la façon dont vous traitez les moins puissants. 9. Enfin, ne vous précipitez pas. Il n'est pas nécessaire de savoir dès maintenant ce que vous ferez plus tard. Je ne dis pas de rester assis à fumer des joints toute la journée, mais ne paniquez pas non plus. Beaucoup de gens que je connais, certains de leur carrière à 20 ans, font aujourd'hui des crises de la haine, de la quarantaine. J'ai dit au début que la vie n'a pas de sens. Ce n'était pas une remarque désinvolte, je trouve cela absurde. L'idée de chercher un sens dans l'ensemble de circonstances qui existent après 13,8 milliards d'années d'événements non dirigés. Seuls les humains pouvaient en croire que l'univers a un but pour eux. Pourtant, je ne suis ni nihiliste ni cynique. En réalité, je suis plutôt romantique. Et voici mon idée du romantisme. Tu seras bientôt mort. La vie semblera parfois longue et difficile, et mon Dieu, c'est épuisant. Parfois tu seras heureux, parfois triste, puis tu vieilliras et mourras. Il n'y a qu'une seule chose sensée à faire de cette existence vide, c'est de la remplir. La remplir. Et à mon avis, à mon lance, jusqu'à ce que je le change, la vie est mieux remplie en apprenant autant que possible sur autant de choses que possible, en étant fier de ce que tu fais, en ayant de la compassion, en partageant des idées, en courant, en étant enthousiaste. Il y a aussi l'amour, les voyages, le vin, le sexe, l'art, les enfants, le don de soi, l'alpinisme, mais tu sais déjà tout ça. C'est quelque chose d'incroyablement excitant, cette vie sans signification qui est la tienne. Il y a environ 2 ans, nous avions une conversation et il a dit « Tu sais, tu enseignes que le secret de la vie, c'est l'état de pic contre l'état médiocre ou être riche en énergie contre pauvre en énergie, qu'une relation, tu peux aimer quelqu'un, mais si l'énergie est basse, les indicateurs chutent, si l'énergie est haute. » Eh bien, il a dit « Et si tu échangeais ces mots et que tu remplaçais l'état de pic par un état de beauté ?» J'ai dit « Ça marche, un état d'énergie élevé, c'est la beauté. » Tout état d'énergie élevé comme l'amour, la joie, la gratitude, la détermination, le courage, la foi, la spontanéité ou l'amusement,
Tous ces états sont des états de beauté. Il répond qu'il est d'accord. J'ajoute que les états de souffrance correspondent à une énergie basse. Donc, ça serait la frustration, la tristesse, la colère, le ressentiment, la solitude, l'ennui, peu importe. Il dit oui, c'est ça. Je peux donc les échanger. Il dit que si tu les échanges, tu pourrais découvrir ou faire quelque chose de cool. Il y a un mot pour ça, Christian. Et il a dit, j'ai pris une décision. Je vais vivre ma vie en étant dans un bel état d'esprit chaque jour, quoi qu'il arrive. Même si ce n'est pas le cas, même s'il pleut sur ma parade, même si les gens font des choses injustes, il a dit, avec un bon état d'esprit, comme tu enseignes la performance maximale, tout vient naturellement. J'ai répondu, c'est ce que j'enseigne. Il a répondu, oui, mais si tu considères les mauvais états comme des états de souffrance, alors tu peux mettre fin à la souffrance simplement en mettant fin à cet état. J'ai compris que la souffrance ne me définissait pas. Il y a 2 ans, si tu m'avais dit que je souffrais, j'aurais ri. J'avais la meilleure vie. J'ai une femme incroyable, 4 enfants, 31 entreprises, la liberté financière, une mission passionnante et la santé. Tout cela aurait été honnête, je n'aurais pas menti. Mais ce qui m'a vraiment aidé après cette conversation, c'est que je l'ai quitté et je me suis demandé où est-ce que je souffre. Et j'ai réalisé que la frustration, c'est de la souffrance. Je me frustre. Tu sais, je m'inquiète, je m'énerve. Parfois, tu sais, je m'inquiète. J'ai ces sentiments. J'ai donc décidé de créer une règle de 90 secondes pour mettre fin à la souffrance dès qu'elle apparaît. Parce que tout le monde dit que mettre fin à la souffrance, c'est des conneries. La raison, c'est que ton cerveau a 2 millions d'années. Il n'est pas conçu pour te rendre heureux. Il est fait pour te faire survivre, mais il n'y a plus de tigre à dents de sabre. Maintenant, on s'inquiète de l'opinion des autres. Est-ce que j'ai assez d'argent? Au cours des 2 dernières années, ce que j'ai fait, c'est appliquer cette petite règle de 90 secondes. Et si je ressens de la tension en moi, je me dis, d'accord, c'est de la souffrance. D'où ça vient? Qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui m'inquiète? Je prends aussitôt conscience des pensées stressantes. Depuis ma rencontre avec Christian G, j'ai un peu échangé quelque chose. Ce que je fais vraiment maintenant, c'est que j'approfondis et je remarque que la seule fois où tu as du stress ou que tu souffres, c'est quand tu crois à une pensée stressante. Parce que quelles sont les chances que tout le monde fasse exactement ce que tu penses qu'il devrait faire de la bonne manière chaque jour? 0. Quelles sont les chances que les personnes que tu aimes fassent ce que tu veux de la façon dont tu veux chaque jour? 0. Quelles sont les chances que tu fasses la bonne chose chaque jour, même si tu es talentueux et discipliné? 0. Donc ton bonheur ne durera jamais tant qu'il y aura des attentes derrière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à réaliser que j'ai pris la décision la plus importante de ta vie selon moi, que je n'allais plus souffrir. La vie est trop courte pour souffrir et je vais vivre dans un état magnifique chaque jour. Et la façon dont je fais ça, c'est que je me surprends moi-même et je commence à ressentir ce stress, je le laisse partir et je vois l'idée passer. Donc tes pensées, les pensées à propos de cette personne qui gâche ton entreprise, tu ne vas pas jusqu'au bout. Dans une salle de 10 000 personnes, je t'assure que 60 à 70% des entrepreneurs pensent parfois la même chose, non? Je demande aux gens tout le temps, dis-moi ta pensée la plus stressante. Oh, je m'inquiète pour mes enfants. Ça pourrait arriver. Comment fais-tu pour avoir cette pensée? Tout le monde. Je pourrais ne pas le rendre drôle. Je ne me dirais pas ça si je l'avais. Mon point, c'est que ce n'est pas ta pensée. C'est l'esprit, pas le tien. En pensant que c'est le tien, tu t'y identifies et tu ne peux pas te séparer de toi-même, mec. Mais quand tu réalises que ces pensées existent depuis des millions d'années, je me dis la même chose que beaucoup avant moi. Combien ont pensé « je vais tuer ce fils de pute », mais tu ne l'as pas fait. Tu ne croyais pas vraiment que tu allais les tuer, mais tu l'as ressenti, tu l'as dit, tu étais là, non? Donc on a tous des pensées. Ce sont seulement les pensées stressantes auxquelles on croit qui nous perturbent. Donc ce que j'essaie de montrer aux gens, c'est que si tu peux commencer à réaliser que ces pensées existent depuis des millions d'années. Si je t'avais dit il y a 1 million d'années, tu sais, il y a 1000 ou 100 ans, qu'on irait sur la Lune et qu'on reviendrait, tu m'aurais pris pour un fou ou un cinglé. Si j'avais dit il y a 100 ans que tu allais avoir une petite boîte comme celle-ci, qui tiendrait dans ta poche, et tu pourrais cliquer dessus et voir la météo n'importe où. Tu pourrais cliquer dessus et voir une personne en direct de l'autre côté de la Terre et lui parler en regardant cette boîte. Le principe, c'est que des ondes invisibles circulent autour de la Terre et la boîte les capte. Il faut savoir lire entre les lignes. Aucun idiot n'y arrivera jamais. Je veux que tu comprennes que les pensées sont des ondes invisibles. Allume la télé, elle capte des ondes invisibles, et selon la chaîne, tu vas voir une histoire d'amour, une aventure, un drame, une comédie ou un film d'horreur. Ta façon d'utiliser ton corps influence tes pensées. Tu peux être énervé, puis rire l'instant d'après. En changeant ton corps, ta chaîne et ce qui te traverse, j'ai simplement essayé d'agir dans ce bel état.
Identifie d'abord où tu souffres. Quelle est ta saveur préférée? Es-tu souvent inquiet ou en colère? Oui, en colère. Que fais-tu? Décide de tuer ce monstre tant qu'il est petit, sans attendre qu'il devienne Godzilla et détruise la ville. Tu brises le schéma et ressens le stress, perçu comme des pensées passagères. Puis tu te concentres sur quelque chose à apprécier ou aimer. L'appréciation, l'amour et la joie éliminent la souffrance. On ne peut pas être reconnaissant et en colère en même temps, c'est impossible. On ne peut pas être inquiet, avoir peur et reconnaissant en même temps. Je dis aux gens que cultiver la gratitude est une émotion qui détruit la souffrance. Nous ne savons pas vraiment qui nous sommes et je veux que les gens l'admettent quand ils regardent leurs livres. La vérité, c'est que nous ne savons vraiment pas qui nous sommes. Nous avons de nombreux moi différents. Il n'y a jamais un seul moi. C'est un concept profondément ancré dans le bouddhisme qui m'a beaucoup influencé. Notre moi est en constante fluctuation. Nous ne sommes plus la même personne que lorsque nous étions enfants. Au fil de la journée, nos humeurs varient. Nous avons un autre moi avec un amoureux. Nous avons une autre facette avec un patron, comme déjà dit. Donc, penser qu'il existe un moi cohérent et stable est une illusion, et les neuroscientifiques l'ont souligné. Le cerveau essaie de nous donner l'impression que nous avons un monde stable et cohérent afin que nous ne paniquions pas constamment face au chaos réel de la vie. Nous simplifions même notre personne en croyant avoir un moi unique, cohérent et authentique. Votre moi authentique consiste en réalité à accepter ce chaos, à l'assumer et à ne pas essayer d'imaginer que vous êtes une personne cohérente, parfaite, vertueuse ou moralisatrice. Et l'autre chose, c'est que vous avez un côté sombre, vous avez des désirs obscurs, vous avez des pulsions agressives. Vous ressentez de la colère et ce que j'appelle l'ombre, un concept de la psychologie. Vous avez un côté sombre en vous. Eh bien, cela fait aussi partie du fait d'être authentique et vous aviez tendance à le réprimer. Donc, acceptez les différentes facettes de qui vous êtes, y compris le fait d'accepter que vous n'êtes pas aussi bon ou moral que vous le pensez, contribuerait en fait à être plus authentique. Pour vous ancrer dans la réalité, vous devriez d'abord vous ancrer en vous-même. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez vous détacher des réseaux sociaux, de toutes les autres influences que les gens vous imposent. Donc, quand vous ne vous connaissez pas, quand vous n'êtes pas en contact avec vos propres goûts et désirs, vos propres impulsions, ce qui vous rend différent, ce qui vous rend unique, vous êtes aliéné de la seule réalité fondamentale, qui vous êtes. Et cela crée, je pense, beaucoup d'anxiété et beaucoup de dépression. Parce que nous avons tous un besoin profond d'exprimer nos opinions personnelles, nos goûts personnels, de trouver un débouché dans une carrière pour donner une expression à ce qui nous rend différents des autres. Et donc, si vous écoutez constamment ce que disent les autres, si vous êtes branché en permanence à la matrice et que c'est votre seule réalité, alors en fait, vous ne comprenez jamais qui vous êtes. Ce que vous voyez lorsque vous vous regardez dans le miroir, c'est le reflet de toutes les autres opinions que les gens ont. Les opinions sur vous, les opinions sur la politique, les opinions sur ce qui est politiquement correct, sur ce qui est bien et ce qui est mal. Vous devenez le reflet des autres personnes. Et être aliéné de soi-même est une expérience profondément déprimante. Cela peut mener à la prise de drogue, de stimulants, à toutes sortes de dépendances. Donc, nous pouvons dire certaines choses fondamentales sur vous-même. Vous êtes né très différent des autres personnes. Votre cerveau est câblé d'une manière très unique. Votre acide désoxyribonucléique est unique. Vous allez mourir un jour. Vous êtes mortel. Vous devez vous débrouiller seul dans ce monde. Les gens ne vont pas vous donner des choses. C'est en quelque sorte une base fondamentale sur laquelle vos pieds peuvent se poser. Et comprendre cela, c'est en quelque sorte comprendre la réalité. Et beaucoup de gens fuient cela parce que vivre dans ce genre de monde matriciel des réseaux sociaux et de toutes les fantaisies, on n'a pas vraiment à se confronter à soi-même. Vous n'avez pas à affronter vos propres démons, vos propres faiblesses, vos propres défauts. Mais vous en payez un prix terrible.
Mais je pense que la principale source du problème, c'est que les gens fuient eux-mêmes. Et sur les réseaux sociaux, ce processus est grandement accéléré. Je suis à Inglewood, je vis près d'Arbovida. Je reçois une aide gouvernementale et je n'avais plus d'argent pour acheter des couches à Gélanie. Et j'avais 11 $ et 42 cents à la banque. Je me souviens avoir enveloppé mon fils dans une serviette pendant 2 jours. Je me souviens du deuxième jour, comme tu l'as dit, j'avais ma main sur le ventre de Gélanie et j'ai dit « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Maman ne sera plus jamais aussi pauvre ou brisée. » J'étais prête à trouver des personnes qui avaient ce que je n'avais pas, qui vivaient des vies que je ne vivais pas, qui croyaient en des choses que je ne connaissais pas, et j'étais prête à devenir leur élève. Je me levais chaque jour et j'avalais ma part d'humilité. Ta conviction, ce qui te passionne, ta conviction et ta commodité n'habitent pas dans le même quartier. Donc, si tu veux avoir une conviction pour quelque chose, tu dois accepter d'être dérangé. La seule chose que nous devons constamment nous rappeler, c'est de créer des micro-victoires pour atteindre nos macro-victoires. Nous poursuivons la macro-victoire, mais nous ne regardons que la macro-victoire. Je veux que tu regardes la micro-victoire et que tu en accumules 5 pour pouvoir créer tes macro-victoires. On veut être aimé. Aujourd'hui, je m'aime, ton approbation est un plus. Mon travail, c'est de m'aimer d'abord. Je me demandais chaque jour, Lisa, t'aimes-tu? Es-tu fière de toi? Lisa, est-ce que tu joues pour l'amour chaque jour avant de demander à qui que ce soit d'autre? La recette du succès radical, c'est l'action. La différence entre toi et la personne qui vit ses rêves, que tu observes, c'est simplement la quantité d'action. Ce n'est pas le piston. Ce n'est pas la famille dans laquelle ils sont nés. Ce n'est pas le genre. Ce n'est pas la culture. Tout ça, ce sont de belles histoires qu'on se raconte. En réalité, c'est ce qu'ils ont fait et jusqu'où ils ont voulu aller. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne deviennent pas ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils sont trop attachés à ce qu'ils ont été. Tu vois, une autre raison pour laquelle les gens n'y arrivent pas, c'est parce que la porte est faite pour que toi, tu puisses passer. Tu essaies d'emmener tout le monde avec toi parce que tu veux jouer les super-héroïnes. Et tu dois d'abord te sauver toi-même. Je suis bien plus précieuse pour ma famille et pour ma communauté parce que j'ai accepté de les laisser partir. Passer moi-même par la porte, m'enseigner à moi-même, apprendre par moi-même, me conditionner, puis revenir les chercher. La dissonance cognitive est la forme d'inconfort que l'on s'impose lorsqu'on se perçoit d'une manière qui ne correspond pas à son comportement actuel. Votre esprit sera mal à l'aise parce que ça ne correspond pas. Donc, votre esprit commencera à vous pousser à faire ce qu'il faut pour que votre discours intérieur corresponde à votre comportement. Mais il y a un appel sur votre vie auquel vous ne pouvez pas échapper. Et il n'appartient qu'à vous. Personne d'autre n'a le même appel que vous. Vous voulez découvrir de nouveaux horizons. Faites, dites et osez ce que vous n'avez jamais tenté. Allez dans un endroit en vous où vous n'êtes jamais allé. Vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Vous l'avez choisi. Si chaque jour vous dites « Je n'ai rien à protéger, rien à prouver ni à cacher. Je n'ai rien à défendre. Qui choisis-je d'être maintenant ?» Vous voyez, nous ne sommes pas censés laisser nos rêves sous l'oreiller quand on se lève le matin. Nous ne sommes pas censés les laisser à la maison. Nous ne sommes pas censés faire ça. Ce n'est pas ce pourquoi nous sommes faits. Ce n'est pas qui nous sommes. Votre esprit humain ne se soucie pas de l'économie. L'esprit humain ignore que le père de mon fils a été en prison. L'esprit humain ne se soucie pas de ce qui est arrivé à votre famille. L'esprit humain ne se soucie pas du passé. Vous avez peut-être été agressé, ou votre famille était peut-être ruinée, ou vous avez peut-être été trahi, ou vous avez peut-être divorcé. Votre esprit humain ne se soucie de rien de tout cela. Votre esprit humain dit simplement « Quel est notre ordre pour demain ?» La comparaison est et sera toujours la voleuse de toute joie. Alors, lorsque vous commencez à regarder les gens, regardez quelqu'un comme un modèle de ce que vous pouvez devenir en prenant une partie de ce qu'il est et en l'ajoutant à l'unicité de ce que vous êtes. Que devez-vous faire davantage? Qui devez-vous être davantage? Qu'avez-vous besoin d'éliminer? De votre comportement? Vous observez quelqu'un vivre,
Vous vous demandez ce que sauter ferait sans jamais sauter vous-même. Et je suis juste là pour vous dire, sautez. La peur est une émotion comme n'importe quelle autre émotion. La peur est une émotion comme l'amour, comme la compassion. La peur est une émotion. Nous lui avons juste donné plus de pouvoir. La peur montre que vous n'êtes pas encore au sommet, mais encore en ascension avec nous. La peur ne devient plus votre forteresse. La peur devient votre carburant. La peur n'est pas votre ennemi. La peur est votre ami. Alors, peu importe comment tu avances, avance simplement. Peu importe comment tu avances, avance simplement. Parfois, tu dois sortir de quelque chose avant d'entrer dans autre chose. Je préfère que tu fasses 10 erreurs plutôt que d'analyser un jour de plus comment avancer alors que quelqu'un attend ton inspiration. Ce qui me fait vraiment peur et ce qui te fait vraiment peur, c'est d'arriver à la fin de ta journée, à la fin de ta vie et d'avoir encore quelque chose à donner. Chacun fonde son estime de soi sur quelque chose. Et être capable d'identifier autour de quoi tu construis ton estime de toi, c'est essentiel. Une fois que tu as identifié ce dont tu es fier, ce qui te fait te sentir bien dans ta peau, tu dois te poser une question très simple. Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs ou pas? Je poursuis ce que je crois vouloir. Mes journées sont un fourneau de détresse et d'anxiété. En restant patient, ce dont j'ai besoin vient à moi sans douleur. Nous cherchons tous notre identité. Tu pourrais savoir que tu es britannique. Tu pourrais savoir que tu es haïtien. Mais qui suis-je, moi, tu vois, au milieu de tout ça? Qui suis-je? Au-delà de ma classe sociale? L'illusion fondamentale, c'est parce qu'on nous a dit qu'on devait devenir quelqu'un pour se sentir digne. Nous devons découvrir qui nous sommes, que ce voyage consiste à faire plus, devenir plus, accomplir plus, se perfectionner davantage. Tout ceci est un mensonge, c'est le capitalisme. Quand tu réalises que nous avons vécu dans cette bulle, c'est une bulle. Quand tu réalises que cette dimension est fondée sur la peur, Les personnes qui veulent que leur idée soit la bonne sans se soucier de savoir si elle fait avancer tout le monde vers l'objectif fixé, ce sont des gens qui ont construit leur estime de soi autour du désir fragile d'avoir raison, d'être intelligent, d'être meilleur, n'est-ce pas? Et c'est très fragile parce que dès que tu rencontres quelqu'un de meilleur, plus intelligent, plus rapide, plus fort, au lieu d'apprendre d'eux, d'être inspiré par eux, ils te diminuent parce que tu te compares à eux d'une manière vraiment ignorante qui ne t'aide pas à atteindre ton objectif. Et très souvent, ce dans quoi tu es vraiment doué est juste devant toi. Ce dans quoi tu excelles vraiment est juste devant toi. Il faut admettre que ta vocation et ton but peuvent évoluer. Tu as une longue vie devant toi. Ta vocation changera sûrement. Alors permets-toi d'évoluer. Permets à ton but d'évoluer. Quelle est cette chose que tu fais sans effort et à laquelle tu ne donnes aucune importance? La force motrice derrière ce genre d'attitude, du moins pour moi, c'était la peur et la colère. La colère de vouloir prouver, oui, on est là, on doit prouver quelque chose. Il y a la peur de ne pas y arriver, de ne pas devenir quelqu'un, de ne pas pouvoir prendre soin des gens qu'on aime. Et avec ça vient l'arrogance, du moins pour moi, l'arrogance de penser que rien ne va m'arrêter. Je peux tout faire. Se pourrait-il que la souffrance que nous traversons, quelqu'un qui nous trompe ou quelqu'un qui nous vole, ou un échec professionnel, ou un cœur brisé, ou quelqu'un qui nous traite mal, soit en fait un élément que notre âme voulait que nous vivions? Ainsi, nous découvrons le don que nous sommes censés apporter au monde. Qu'est-ce que tu lirais même sans raison particulière? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas besoin de le faire? Quelle est cette chose vers laquelle tu te tournes pour le plaisir quand tu as du temps libre? C'est ça que tu devrais faire.
Tu as souvent sous-estimé ton don et ta vocation, soit parce qu'on les a sous-estimés, soit plus fréquemment parce que tu ignores comment les monétiser. Et parfois, le plus beau cadeau que tu as à offrir n'est pas payant, il est gratuit. Parce que nous vivons toutes sous le même nuage d'illusions. Vivre sous ce nuage n'est pas un mal, mais croire que c'est la bonne façon d'être en est un. C'est là que débute la toxicité. En transmettant nos comportements à la génération suivante, on voit comment nous avons été conditionnés à l'anxiété, devenant une génération très anxieuse, car élevée dans une dualité stricte. Toute notre vie repose sur des étiquettes, des jugements, une façon d'être bonne ou mauvaise. Les gens sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, on ressent une montée d'adrénaline, on reçoit cette énergie, on devient plus ingénieux. Quand quelqu'un n'a pas de passion, qu'il n'a pas vraiment envie d'être là, de toute façon, il abandonnera beaucoup plus facilement parce qu'il ne passe pas un bon moment. Ce n'est pas en eux. N'essaie pas de changer le monde à moins de rechercher le changement comme un homme dont la tête est en feu cherche un étang. La souffrance disparaît quand elle a un sens. Alors je veux que tu fasses attention à cette idée. Très souvent, lorsque nous trouvons nos valeurs, ce qui est fascinant, c'est que la douleur à laquelle nous étions autrefois attachés dans le passé disparaît. La plupart voient, mais tous n'ont pas de vision. Ce que cela signifie pour moi, c'est que si tu as le désir de réussir, tu ferais mieux d'aimer tout autant l'échec. Moi, j'aime l'échec. Je me réveille chaque jour pour voir combien de fois je peux échouer. Je n'ai aucun problème avec ça parce que l'échec va te présenter au succès. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'échouer. Tu sais, certains jours, on doit se lever et éteindre des incendies avant même de pouvoir toucher à l'abri. Une fois que tu as une perception de quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose, ça influence vraiment ta vision du monde. Et maintenant, tu es la réalisatrice. Non seulement de cette histoire, mais tu es la réalisatrice. Tu es la seule à contrôler la façon dont tu veux faire évoluer cette histoire. Ton histoire a parfois beaucoup de couches et de profondeur. Pour certaines d'entre vous, certaines de ces couches, de ces émotions et de ce bagage émotionnel sont encore là à traiter. C'est à toi de le traiter. Et c'est mon rôle de donner au monde le meilleur exemple de la façon dont j'aime être traitée. Célèbre-toi, pardonne-toi, libère-toi, puis engage-toi envers toi-même avant tout autre. L'argent motive de moins en moins, plus tu en as. Les missions, en revanche, plus tu te rapproches de les réaliser, plus tu as d'élan pour accomplir ta mission, plus tu as d'énergie et plus tu peux attirer de personnes vers ta mission. Et ça continue ainsi, c'est un cercle vertueux. Parce que la vie telle que nous la connaissons, c'est la vie telle que nous la connaissons. Donc si la vie devient une vie que nous ne connaissons pas, cela suscite une grande peur. Donc, tant que nous ne tirons jamais, ne remettons pas en question, ne regardons pas sous le tapis, ne regardons pas derrière les coins, ne regardons pas sous les ombres, nous ne nous éveillerons pas. S'éveiller, c'est regarder et voir les choses telles qu'elles sont vraiment, voir la source de la façon dont tes croyances sont apparues. Ose aller derrière et au-delà de la matrice. Honnêtement, je crois que si les gens ne te traitent pas de fou, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à protéger, je n'ai rien à cacher et je n'ai rien à défendre. Que ta perception de moi, après que j'ai dit ma vérité, ne me regarde absolument pas. Ma perception de moi, c'est que je vais me coucher aussi entière et complète que je me suis réveillée. Avant de compter les likes sur Facebook, je dois d'abord m'aimer moi-même. Les autres ne sont qu'un bonus. Si tu as le courage d'être toi-même, quelque part au fond de cette personne, même si elle ne t'a montré que de la haine, elle te respecte énormément parce qu'elle a peur d'être elle-même. Mais ils le veulent désespérément. Alors si tu te demandes un jour pourquoi les personnes qui t'attaquent le plus violemment sont celles qui voient en toi quelque chose qu'elles ne peuvent pas avoir. Donc ta douleur est souvent le fil d'Ariane vers tes valeurs. Et ces valeurs deviennent la lumière qui guide ta raison d'être sur cette planète. Parce que ce qui se passe souvent,
c'est que la douleur nous donne un aperçu de ce que nous voulons guérir et réparer dans le monde, afin que les générations futures et les personnes que nous aimons n'aient pas à vivre cette douleur. Tu dois avoir la vérité pour avoir un point de départ. Donc, si je te mens sur qui je suis ou si je te mens sur n'importe quoi, il n'y a pas de point de départ. Il y a une fausse réalité. Tu dois créer la vraie réalité. Eh bien, c'est finalement le principe que, tu sais, tu veux être un peu meilleur d'une certaine façon demain que tu ne l'es aujourd'hui, mais ça ne va pas se faire de manière linéaire. Encore une fois, cela passe par des cycles de stress et de récupération. Donc, il s'agit simplement de savoir surfer sur ce flux et de comprendre, encore une fois, que tout se résume vraiment à l'équilibre. Donc, ce sont les pratiques que vous devez absolument connaître. Et ensuite, vous devez savoir comment appliquer ces choses de la bonne manière. Pour une raison quelconque, l'école et la société ont cette façon de vous faire sentir qu'il n'y a que deux façons d'y entrer. Soit vous êtes né dedans, soit vous attendez votre tour. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il y a toujours une troisième porte. Et à l'entrée, là où il faut sortir de la file, courir dans la ruelle, frapper à la porte 100 fois, entrouvrir la fenêtre, passer par la cuisine, il y a toujours un moyen d'entrer. Peu importe si Gates a vendu son premier logiciel ainsi ou si Spielberg est devenu le plus jeune réalisateur d'Hollywood. Ils ont tous choisi la troisième porte. Mais chaque fois que j'échouais, j'avais toujours une excuse. J'avais toujours une raison. Tu sais, je blâmais tout le monde pour expliquer pourquoi je ne réussissais pas dans la vie. Mais après mon troisième échec majeur, c'est là que je me suis vraiment arrêté et que j'ai réalisé que j'étais le dénominateur commun ici. Je suis la seule personne qui est présente dans ces trois énormes échecs. Et à moins que je ne prenne ça vraiment au sérieux pour changer la personne que je suis, alors mon résultat ne changera jamais. Une fois que tu fais face à qui tu es, tu as un point de départ. D'accord. Je ne suis pas très intelligent. Je n'ai pas de courage. Je n'ai pas d'estime de moi. Je n'ai rien du tout. Rien. C'est mon point de départ. On peut avancer ensuite. Mais si je me dis que je suis fort, que j'ai du courage, que je suis intelligent et que tout cela est faux, tu repousses sans cesse ce point de départ en arrière. Donc ce point de départ, c'est la vérité. La peur, c'est croire qu'il va arriver quelque chose de négatif plutôt que de positif. Donc c'est comme si c'était de l'autre côté, tu crois presque en ton échec, n'est-ce pas, plutôt que de croire en ta réussite. Donc tu dois aller attaquer et faire tomber ces différentes peurs. Beaucoup de peurs viennent du fait qu'on a peur de se juger durement ou autre. Donc tu dois réaliser qu'il n'existe pas d'échec. Il n'y a que de l'apprentissage, donc tu élimines la sanction de l'échec et la peur, ce qui te permet de croire davantage. C'est une méthode. L'autre consiste à observer la peur et imaginer divers scénarios en sachant que tu t'en sortiras. Encore une fois, pardonne-toi toujours. Et vraiment, attaque la peur partout où tu la vois. La différence entre l'absence de peur et le courage, c'est que l'absence de peur, c'est sauter d'une falaise sans penser. Le courage, c'est reconnaître ta peur, analyser les conséquences et décider que tu t'en soucies tellement que tu vas quand même faire un pas en avant. C'est pour ça que les gens doivent comprendre ce qu'il y a en nous. On n'en a aucune idée tant qu'on n'a pas vraiment essayé. Et je veux dire, vraiment essayer à fond au point d'être obsédé par le fait que « hey, c'est ma nouvelle norme ». Ma nouvelle norme, c'est que « waouh, ce n'est pas toujours drôle. Ce n'est pas toujours censé être amusant. » C'est là que tu sais que tu fais des efforts. Si tu crois qu'une force irrationnelle doit te contrôler, cela s'appliquera à tous. Alors, partout où tu trouves la peur précisément, fais-la s'effondrer partout où tu la vois. Et cet effondrement spécifique aidera à l'effondrement universel de la peur en général. La clé pour faire ce premier pas, ce n'est pas d'essayer de discuter logiquement avec ces voix dans notre tête.
Vous ne gagnerez jamais contre les voix dans votre tête si vous essayez de discuter avec elles. Ce que j'ai appris, c'est que si, au lieu de vous concentrer sur les voix et les peurs, vous vous concentrez sur les désirs. Chaque jour, j'essaie de me réveiller et de travailler sur ce qui m'enthousiasme, ce qui me donne l'impression d'avoir un impact ou de réaliser mon potentiel d'une certaine manière. Donc, si je pense à une croyance fondamentale, c'est que chacun a quelque chose à offrir au monde. Ils doivent découvrir ce qu'est cette chose et ils doivent prendre beaucoup de décisions très difficiles, généralement dire non à certaines choses afin de se mettre dans la meilleure position pour réaliser ce potentiel, quel qu'il soit. En tant qu'êtres humains, nous sommes faits pour grandir. Et quand on arrête de grandir, notre âme, notre cœur et notre esprit meurent. Mais au fil de la vie, il est inévitable de faire face à des choses difficiles, à la déception, à des situations qui sont tout simplement déchirantes. La capacité d'avoir de la conscience de soi et de pouvoir faire une pause avant que tes émotions ne prennent le dessus et ne t'entraînent dans une spirale négative. Tu dois juste comprendre que la seule chose dont tu es responsable, c'est de donner le meilleur de toi-même. Tu ne peux pas faire mieux que ton meilleur. Tu fais simplement de ton mieux. Et si tu essayes de trop t'obséder, tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. Tu vas être paralysé, n'est-ce pas? Donc, tu dois recueillir autant d'informations que possible, faire le choix le plus éclairé, t'assurer que tu ne choisis pas en fonction de l'ego, de l'émotion, de la cupidité ou de ces autres forces qui t'égarent et t'empêchent de penser clairement. Si tu fais de ton mieux et échoues, pourquoi t'en vouloir? Ça n'a pas de sens. Si tu fais de ton mieux, si tu donnes vraiment tout ce que tu as, il n'y a rien de plus que tu puisses faire. Quand tu te demandes comment faire pour que ça arrive, tu annules ton travail car tu agis depuis la peur. Parce que tu demandes comment moi, toute petite, je fais pour que ça arrive. Si je n'y arrive pas, cela signifie que ça n'arrivera pas et que je suis dans une vibration de peur. Au lieu de ça, demande-toi, tout est déjà fait. J'ai verrouillé ça, choisi le thermostat, fait le travail. Je suis la version millionnaire de moi-même, j'ai formé ma sœur et tout maîtrisé. Comment puis-je maintenant me présenter pour participer à ce processus? C'est ce qu'on fait. On se demande quel est le sens de la vie, comme si quelqu'un était censé nous le dire. Et il dit non, en fait, c'est la vie qui te pose cette question. L'existence te pose cette question et tu y réponds par tes choix et tes décisions. Et la vie. Donc ta vie est la réponse, non? Eh bien, quand tu fais face à autant d'incertitudes comme nous tous en ce moment, ce que tu dois faire, c'est gagner la bataille que tu peux gagner, c'est-à-dire la bataille avec ton propre esprit. Nous sommes deux. Nous avons la voie facile, ce qui correspond à ces 20% où tu te dis à 90 voire 100% de ton potentiel. C'est cette voie que nous aimons tous. Elle se fiche de ton niveau. Elle t'aime quoi qu'il arrive, même si ta vie est compliquée. C'est l'endroit où tu veux être. Donc c'est cette voie-là. Cette autre voie dont on s'éloigne beaucoup, c'est une voie qui dit « Hé mec, tu fais rien du tout ». Alors, on a essayé de chasser complètement cette voix de notre tête. Donc, ce que tu dois faire en premier, c'est augmenter le volume de cette voix-là. La voix qui te dit des choses pas sympas. Je ne dis pas de te rabaisser. Je dis d'écouter la vérité. Et la vérité n'est pas dans les 20%. Dans ces autres 80%, il y a la souffrance, la douleur, l'échec, le doute de soi, l'obscurité. Et puis tout un tas de lumière. Les jeunes regarderont toujours vers le haut et viseront la branche la plus haute qu'ils considèrent comme possible. Que ce soit aux parents, que ce soit aux écoles. Et ce que j'ai appris, c'est que lorsque vous changez ce que quelqu'un croit possible, vous changez ce qui devient possible. Prends ta foutue souffrance et porte-la. Essaie d'être une bonne personne pour ne pas aggraver les choses. Ressaisis-toi, transcende ta souffrance, vois si tu peux devenir une sorte de héros. Réduis la souffrance dans le monde.
Pourquoi payer le prix? Pourquoi travailler aussi dur? Pourquoi aller aussi loin? Travaille sur ta liste de raisons. Si la raison est puissante, le comment devient facile. Pour vivre une vie en accord avec soi-même. Et cela signifie que vous vivez une vie où ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en accord avec votre moi le plus authentique. Et ce que j'entends par votre moi le plus authentique, c'est le moi qui ne vous a pas été donné par vos parents, ni par votre éducation, ni par les médias ou les films, ni le moi que vous avez créé pour fonctionner dans le monde. Chacun d'entre vous, à un moment de votre vie, vous allez toucher le fond. La question n'est pas « allez-vous toucher le fond ?» La question est « qu'allez-vous faire de vous-même quand cela arrivera ?» Beaucoup commencent, mais peu persévèrent. Ce n'est pas intéressant de savoir si vous avez un rêve ou non. Je me fiche que vous ayez un rêve. Je suis si indifférent aux rêveurs vides que je n'y vois plus clair. Ce qui compte pour moi, c'est « avez-vous le courage d'échouer ?» Que retenez-vous de cet échec? Vous relevez-vous et continuez-vous? Vous forcez-vous à reconnaître qu'il s'agit d'une question d'adaptation? Vous ne vous êtes simplement pas imposé ce qu'il fallait pour être suffisamment bon afin de réussir. Tout le monde a parfois l'impression d'être son propre pire tyran parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose de négatif. Mais c'est quand on s'éloigne, est-ce qu'on y croit? Laissons-nous ces voix résonner en nous quand personne ne regarde? Et c'est là que je réalise que je suis soit mon plus grand motivateur, soit mon plus grand démotivateur. Et c'est là que l'attitude entre en jeu. Vous savez, il y a des gens dans votre vie qui vont continuer à vous rabaisser. Mais si vous continuez à vous relever, ils ne pourront pas vous maintenir à terre. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous acceptez que ce qui vous sépare du reste du règne animal, c'est une capacité inimaginable à devenir. Vous avez une capacité inimaginable à devenir quelque chose. Cela va être au service de quelque chose en quoi je peux croire. Cela va être quelque chose qui me fait me sentir vivant. Cela va être quelque chose qui me passionne. Je sens vraiment contribuer au monde et je serai prêt à tout faire avec le sourire. J'ai décidé de ne me poser qu'une seule question désormais. Qu'est-ce que je ferais et aimerais chaque jour, même si j'échouais? C'est passion plus force, plus compassion égale but. Le but, c'est comme un adulte. La passion, c'est comme un adolescent. L'intérêt, c'est comme un enfant. Et la curiosité, c'est le ventre maternel. Donc le berceau de la passion, c'est en fait la curiosité. Et je pense qu'on perd tellement de temps à essayer de se demander « de quoi suis-je vraiment passionné? En quoi est-ce que je crois vraiment ?» Mais la chose par laquelle tu peux commencer dès maintenant, c'est la forme la plus simple. Qu'est-ce qui m'intrigue? Les personnes qui peuvent se libérer du passé sont les plus heureuses. Et ces personnes qui pratiquent réellement et intentionnellement une attitude de gratitude. Nous devons comprendre le fond de chaque coup dur, de chaque passage à vide, de chaque imprévu, de chaque dépression, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Cela revient à « qui suis-je et pourquoi suis-je ici ?» Votre valeur n'est pas déterminée par votre passé. Votre avenir dépend de vous aujourd'hui. Vous aimez vous-même, vous acceptez, ne pas vous juger, être capable de pardonner. Ce n'est pas pour dire que tout est possible ou facile. Nous connaissons tous des hauts et des bas. Mais j'avais besoin de ne plus me mettre des bâtons dans les roues pour atteindre mon plein potentiel. Je pense que les deux choses vers lesquelles nous tendons tous sont un sentiment de paix et un sentiment de but. La paix est personnelle et le but concerne le monde. Nous vivons tous entre ces deux dimensions. Et je pense que là où nous nous trompons, c'est que nous essayons de vivre la vie dans une logique de l'un ou l'autre, au lieu d'embrasser les polarités. Il s'agit en fait de faire une danse et de savoir dans quelle direction aller au bon moment. Donc je crois autant en la stratégie qu'en la sincérité. Et je crois autant en la générosité qu'en la création de valeur pour moi-même. Et je crois autant au fait de donner qu'à celui de grandir.
Je pense qu'en disant qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre, on commence à perdre une part de nous-mêmes. La solitude ne vient pas d'un manque de compagnie, mais d'un sentiment de déconnexion intérieure. Vous êtes déconnecté de tout ce qui vous entoure parce que vous êtes en classe avec vous-même. La souffrance n'existe que lorsque vous êtes obsédé par vous-même. Sans obsession, il n'y a pas de souffrance. Je crois vraiment qu'il faut chercher l'amour et la beauté que l'on désire dans ce que l'on a maintenant. Parce que de cette façon, tu t'entraînes à extraire du sens dès maintenant. Les défis de ta vie, les prédictions, les échecs, tout cela pèse sur toi. Tout cela pèse sur toi. Tu te sens mal à l'aise dans ta propre peau. Tu n'as pas de vision pour l'avenir. Tu n'as pas de but dans ta vie. Vers le succès, vers une belle relation, vers la création de l'abondance dans ta vie, où la possibilité, c'est d'aller vers la connexion. Et ce qui t'empêche d'être en connexion, c'est ton habitude d'être constamment préoccupé par ton passé. La chose la plus importante, c'est ton esprit. Ne te trompe pas là-dessus. En ce moment, la seule chose qui te retient, je te le promets, et peu importe l'excuse que tu te donnes, c'est des conneries. La seule chose qui te retient, c'est la façon dont tu penses à toi-même et au monde. C'est tout. Le manque. Tu n'as pas construit les mécanismes dans ton esprit dont tu as besoin pour te libérer de la matrice. Fais et crois en ce qui te rapproche de tes objectifs. Être la génération la plus connectée de l'histoire de l'humanité a ses avantages, mais cela s'accompagne aussi de véritables problèmes invisibles. Et nous avons grandi en aspirant à devenir comme nos idoles, et c'est dangereux. Aspirer à accomplir de grandes choses est positif, mais vouloir ressembler à nos idoles est risqué. C'est dangereux de vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas. Ce n'est pas possible non plus, mais c'est dangereux. Les réseaux sociaux ont idéalisé la vie de certains, montrant leurs belles voitures, vacances et leur style de vie. Et on veut ça. On ne voit pas les années de travail acharné, la douleur, les sacrifices, le talent, la passion pour leur métier, les détails incroyables perçus par Steve Jobs ou les difficultés traversées par Richard Branson pour réussir. On ne voit pas ça. On voit juste la destination et on veut ça. Mais la plupart d'entre nous n'ont pas et ne sont pas prêts à donner ce qu'il faut pour accomplir ce voyage. Parce que ce n'est pas notre voyage, c'est le leur. Tu n'es pas passionné par la typographie, l'art ou le design, mais tu veux être Steve Jobs. Tu n'es pas Steve Jobs, tu es toi. Notre génération confond admiration et aspiration et ne trouvera le bonheur qu'en acceptant qu'on ne peut vivre que sa propre vie. Si nous comprenons cela et nous concentrons sur nous, notre vie serait suffisante. Les jeunes hommes veulent devenir Mark Zuckerberg car ils l'admirent. L'ironie, c'est que nous l'admirons justement parce que sa vie différait des autres. Il n'a jamais cherché à leur ressembler. Donc, si vous voulez être Mark Zuckerberg, il est temps d'arrêter d'essayer d'être Mark Zuckerberg, car vous n'atteindrez jamais votre propre grandeur. Nos idoles n'ont pas suivi les traces de leur héros. Il n'y avait pas de Bill Gates pour que Bill Gates puisse l'imiter. Il a dû forger sa voie pour atteindre la grandeur. Nos idoles tirent leur force de leur unicité. Ils ont la conviction de ne pas être d'accord, la confiance de persévérer et le courage d'aller à l'encontre du statu quo au lieu de l'adopter. Vous savez, nous célébrons leur individualité, leur non-conformisme et l'audace de leur conviction forte, très forte, que le noir était égal au blanc, ou leur vision d'un ordinateur de poche, d'un monde plus connecté, d'une voiture sans conducteur ou d'un vaisseau spatial personnel capable d'aller sur Mars. Ces idées ne pouvaient venir que de personnes qui ne suivaient pas les traces des autres. Alors, mon conseil à ma génération, c'est de ne pas aspirer à devenir votre héros. Arrêtez d'essayer d'imiter ce que vous les voyez faire. Efforcez-vous d'être vous-même. Les visionnaires ne sont pas faits pour être imités, ils sont faits pour être admirés. Vouloir être quelqu'un d'autre, c'est risquer de ne devenir personne. La seule grande personne que tu puisses devenir, c'est la meilleure version de toi-même, car toutes les autres grandes personnes existent déjà.
Le plus drôle, c'est qu'en devenant la meilleure version de toi-même, les autres voudront te copier en pensant obtenir la même vie. Il y a un phénomène récent dont on ne parle pas assez dans notre culture et plus particulièrement dans notre monde, c'est l'impact de l'échec dans notre environnement. Et tu sais, on passe sous silence quelques-uns des suicides dans notre milieu. On passe sous silence la dépression profonde et la consommation d'alcool. On cache les choses sous le tapis. On veut seulement montrer tout le battage. Je déteste ce qui se passe sur Instagram actuellement. Tout le monde affiche une vie fausse, partage des photos de bébés girafes, de jolies filles, de grosses sommes d'argent ou de bateaux et montre un style de vie irréaliste. Je veux avoir cette conversation parce qu'il y a un certain niveau de talent ici et ce qu'on doit tous faire, c'est découvrir dans quoi on est le meilleur et s'investir à fond là-dedans. Définir ses objectifs, définir la vie qu'on essaie de construire et avoir un vrai modèle pour ce qu'on fait. Et pour moi, j'essaie d'être très clair avec moi-même sur ce que j'essaie d'accomplir. Si tu agis parce que ça a du sens pour toi et que tu sais ce qu'est le succès à tes yeux, tu es moins distrait par ceux qui postent des photos avec des liasses de billets sur Instagram ou sur un yacht à Ibiza. Tu veux éviter de te comparer aux autres. Tu veux te comparer au progrès que tu as fait parce que, tu sais, là, il y a des gens qui sont vraiment hors normes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont tout simplement bien meilleurs que toi et ils seront toujours meilleurs que toi et ils n'auront pas besoin de travailler aussi dur que toi. Donc, si tu te compares à eux ou si tu fais juste les imiter, ce n'est pas la bonne approche. Chacun a ses démons, qu'on soit riche, accompli ou beau. Ah, j'ai l'impression qu'on affronte toujours une bataille. Moi, c'est difficile de dire qu'on a tout compris dans tous les domaines de sa vie. Les personnes qui semblent avoir tout compris sont probablement celles qui luttent le plus profondément. Tu connais l'homme, tu ne connais pas ses luttes, parce que tu ne sais pas avec quoi chacun se bat à l'intérieur. Tu ignores si cette célébrité souffre d'un trouble alimentaire. Tu ne sais pas si ce gars qui semble avoir une famille heureuse est malheureux et trompe sa femme. Tu ignores si quelqu'un ayant vendu des millions d'albums se sent en échec car ses parents ne lui ont jamais exprimé leur amour. Tu ne sais pas quel combat mènent les gens. Et c'est comme si tu ne pouvais pas te comparer à ça, parce que tu ne sais pas ce que ça coûte. Que le monde est indifférent à toi et moi, n'est-ce pas? Le monde n'est pas seulement indifférent à nos objectifs personnels. Le monde ne se soucie même pas de la race humaine, tu vois? Un volcan pourrait tous nous anéantir demain, tu vois? Donc, on est vraiment une toute petite partie d'un univers complexe. Et le résultat, c'est que les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent. Donc, je pense que ce sont là les obstacles extérieurs. Ensuite, on ajoute à ça les luttes contre l'addiction ou les problèmes d'estime de soi ou les conflits avec les autres. Vous voyez, on ajoute à ça des choses qui rendent l'art encore plus difficile, comme si ce n'était déjà pas assez compliqué. Et on ne s'en rend même pas compte.